Derrière les murs de cette sinistre prison de Brooklyn, l'une des plus violentes et vétustes du pays, dort depuis plusieurs mois le prisonnier le plus célèbre des États-Unis. Pendant plus de 10 ans, il a été l'homme le plus puissant du Venezuela. Désormais, il passe ses journées dans une minuscule cellule, bien loin du luxe de son ancienne vie. Car le 3 janvier 2026, la vie de Nicolás Maduro, 63 ans, et de son épouse Cilia Flores, 69 ans, a basculé en moins de 2 minutes. Inculpé pour narcoterrorisme et trafic de drogue par les États-Unis, le chef d'État et sa femme ont été enlevés dans leur villa en pleine nuit au terme d'une opération militaire inédite. Maduro a été capturé et exfiltré. Mais que s'est-il réellement passé lors de cette nuit du 3 janvier ? Humilier le régime, c'est tout ce que les États-Unis pouvaient faire. Alors que s'ouvre à New York le procès historique de l'ex-président vénézuélien, on vous révèle les dessous de cette opération militaire spectaculaire dont la réussite a reposé sur ses agents de l'ombre. 8 août 2025. L'administration Trump publie cette affiche à peine croyable. Elle offre 50 millions de dollars en échange de toute information qui pourrait aider à la capture du président vénézuélien. C'est le double du montant offert pour Ben Laden en 2001. Le message est clair. Maduro est désormais l'ennemi numéro 1 des États-Unis. We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolás Maduro. En novembre, Trump échange par téléphone avec son homologue vénézuélien. Un échange qui, selon plusieurs sources, aurait été plutôt cordial. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Les deux hommes auraient même plaisanté, ce qui a donné l'impression à Maduro d'avoir conquis le président américain. Mais c'est mal connaître Donald Trump. Quelques jours après cet appel, Maduro reçoit un ultimatum via un proche de la Maison-Blanche. Cette fois-ci, pas d'ambiguïté, il doit démissionner et quitter immédiatement le Venezuela. Des menaces qui s'accompagnent de sanctions économiques contre les proches de Maduro et d'un blocus sur le pétrole vénézuélien. Mais Maduro ne flanche pas. Pour autant, il reste lucide. Il sait que sa mise à prix de 50 millions de dollars peut pousser ses proches à le trahir. Alors, face à la menace, il s'adapte. Il réduit ses déplacements et ses apparitions publiques. Lui qui a l'habitude d'organiser une énorme fête pour son anniversaire le 23 novembre, se contentera d'une modeste célébration en petit comité dans sa résidence ultra sécurisée de Fuerte Tiuna. Et il a raison de s'inquiéter, car en coulisses, son enlèvement se prépare déjà. Dès août 2025, des agents de la CIA s'infiltrent à Caracas, la capitale vénézuélienne, pour obtenir des informations sur le quotidien de Maduro. On ne sait pas combien ils sont précisément, mais ce qui est sûr, c'est que leur présence sur le terrain est très risquée. Car il faut savoir que depuis 2019, il n'y a plus d'ambassade américaine au Venezuela. Ce qui veut dire que si ces infiltrés sont arrêtés, ils ne bénéficient d'aucune protection diplomatique. Plutôt que d'être renvoyés dans leur pays, ils risquent la prison. Pendant des mois, tout ce groupe a collecté des informations précieuses sur le président. Où il habite, comment il se déplace, où est-ce qu'il voyage, ce qu'il mange, et même l'identité de ses animaux de compagnie. Toute sa vie est scrutée. L'administration Trump a d'ailleurs félicité le travail de ses agents au lendemain de l'opération. And we could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA, NSA, and NGA. Trump tends to really kind of pretend that he's the only one that's ever done these sorts of things. Lui, c'est Wes J. Bryant, ex-sergent-chef de l'US Air Force. He starts talking about our clandestine CIA operatives, and I'm quite certain that the CIA leadership and those on the ground in Venezuela were pretty angered to see that released. Parce que certes, l'espionnage de la CIA s'est intensifié à l'été 2025, mais des agents sont sur le terrain depuis bien plus longtemps. CIA have authority to take out Maduro? Wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? All of that was enabled by these decades of embedding, of trust built. It was not U.S. Special Forces that were suddenly put on the ground in Venezuela. Les renseignements américains ont aussi pu compter sur une aide très précieuse. Une taupe parmi le cercle proche de Maduro qui a fourni des informations précieuses sur son quotidien. Des informations croisées avec celles collectées dans le ciel par les drones de reconnaissance et les satellites. L'étau se resserre. Maduro ne sort plus de chez lui sans sa garde rapprochée. Mais il est trop tard. Fin décembre, les services de renseignement estiment avoir assez d'informations pour le piéger. Les troupes américaines sont prêtes à partir à tout moment
dès que la météo le permettra. Le 3 janvier, le ciel de Caracas est parfaitement dégagé. Depuis Mar-a-Lago, sa villa en Floride, Trump décroche son téléphone. Il est 22h46 heure locale, l'opération Absolute Resolve est déclenchée. À plus de 2000 km de là, une coupure d'électricité plonge Caracas dans le noir. Cette panne serait le résultat d'attaques physiques sur les centrales électriques, mais aussi de cyberattaques menées à distance par les services spécialisés de l'armée américaine. We have an entire command dedicated to cyber, right? That are doing things completely remotely, high altitude drones that are up there able to conduct electronic warfare against these communications, you know. Il est 1h30 du matin. 150 avions militaires s'élancent depuis une vingtaine de bases au sol et en mer. Avions de chasse, hélicoptères, drones, le ciel de Caracas est pris d'assaut. Les méga-drones de l'armée américaine bombardent une dizaine de sites de la capitale et ses alentours. Les cibles touchées incluent Fortuna, le plus grand complexe militaire du pays. C'est dans ce quartier ultra sécurisé, dont l'entrée est gardée par des milliers de militaires, que se trouve Nicolás Maduro. L'armée attaque aussi la base aérienne de la Carlota, le port de la Guaira, l'aéroport de Higuerot, ainsi que des installations de communication situées sur le Cerro El Volcán. D'autres sites militaires, comme la base aérienne de Charayave et la base navale Meseta de Mamo, auraient aussi été visés. L'objectif de ces bombardements, saturer les défenses antiaériennes pour ouvrir un corridor sécurisé à ces 2 hélicoptères américains qui ont un but, capturer Nicolás Maduro. À Caracas, c'est la panique. Personne ne comprend ce qui est en train de se passer. La surprise est telle que certains proches du président craignent un coup d'État. Aux alentours de 2h01, les hélicoptères de guerre pénètrent dans le périmètre de Fortuna. Ils sont tout de suite pris pour cible par la garde rapprochée de Maduro. Après des échanges de tirs, un des hélicoptères américains est touché, mais arrive malgré tout à pénétrer à l'intérieur du complexe et à atterrir. À bord, des hommes de la Delta Force, l'unité d'élite clandestine de l'armée américaine, ainsi que des agents du FBI et un négociateur. Le commando aurait utilisé des explosifs ou des chalumeaux pour forcer les portes blindées qui sécurisent le bâtiment. Alertés par le bruit, Maduro et son épouse se précipitent vers leur safe room, une pièce blindée conçue pour offrir une protection maximale en cas d'attaque. Mais ils n'auraient pas réussi à la verrouiller à temps. When he knew he couldn't get that door shut, he just gave up because, I mean, any sane person would say, I'm going to get shot, I'm going to get killed. Le couple est capturé puis menotté et conduit de force vers les hélicos. Durée totale de l'opération, 1 minute et 44 secondes. 1 minute et 44 secondes pour capturer l'homme le plus puissant du Venezuela. Si la capture du président vénézuélien a été aussi rapide, c'est parce que les militaires ont répété l'opération au millimètre près à plus de 3000 km de Caracas. Grâce aux informations collectées par les agents sur place, une copie exacte de la résidence des Maduro a été construite dans cette base militaire au beau milieu du Kentucky. That team knew this compound by like the back of their hand. Ce qui explique l'efficacité de cette opération, c'est avant tout l'effet de surprise. And how this operation played out is what we call speed, surprise, and violence of action. The surprise was the biggest factor. Even though the Maduro regime and the military were preparing for something, they did not expect anything like this. Had they could have prepared a lot better. L'opération est restée secrète jusqu'au dernier moment. Le Congrès américain n'a même pas été informé, alors que ses membres doivent être consultés en cas de conflit à l'étranger. When the United States engages in this kind of regime change and so-called nation building, it always ends up hurting the United States. Cette capture est donc illégale, mais on va y revenir. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday. Aussi impressionnante qu'elle soit, l'attaque éclair des Américains est à nuancer. Car pour une armée aussi puissante, le Venezuela est une cible presque trop facile. You know, Venezuela's military is incredibly outdated. When you look at their standing armed forces, we had more capabilities on one carrier than their entire air force. Their navy is basically like kind of a coast guard. It's not as much of an accomplishment as what the Trump administration is portraying to the world. Cette opération, qualifiée de chirurgicale par l'administration Trump, aura tout de même coûté la vie à plus de 80 personnes côté vénézuélien, dont 32 militaires cubains,
envoyés pour protéger le président Maduro dans le cadre d'une collaboration militaire entre les deux pays. C'est tout ce que les États-Unis pouvaient faire, c'est-à-dire faire une action un petit peu ponctuelle, spectaculaire de hit and run, humilier le régime d'une certaine façon et montrer l'incapacité des Cubains aussi. It was against US law and against international law. It just shouldn't have happened. Pour justifier cette politique interventionniste, il y a une expression qui revient en boucle dans la bouche de Donald Trump et de son entourage républicain. Monroe Doctrine. The Monroe Doctrine. La doctrine Monroe. À l'origine, c'est un discours prononcé devant le Congrès en 1823 par James Monroe. Le président américain, alors à la tête d'un jeune pays encore fragile, envoie un message fort aux grandes puissances européennes. Toute intervention européenne dans les affaires des Amériques sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. Au départ, la doctrine ou la déclaration Monroe, c'est une déclaration qui est explicitement anticolonialiste. Mais cette doctrine va complètement évoluer au début du XXe siècle sous la présidence de Theodore Roosevelt. En 1898, les États-Unis font la guerre à l'Espagne et récupèrent Cuba et Puerto Rico. Les États-Unis, qui sont désormais une grande puissance militaire et industrielle, basculent d'un discours protecteur à une politique interventionniste dans le continent. Ils estiment que si leurs intérêts sont menacés par l'instabilité des pays voisins, ils ont le droit d'agir en gendarme de la région. C'est une vision assez raciste qui existe depuis les guerres d'indépendance, qui dit que voilà, ces populations qui sont des populations métissées, qui sont vues comme anarchiques, qui sont vues comme incapables de se gouverner, incapables de créer des gouvernements libres, eh ben, ils ont besoin d'un tuteur et que ce tuteur, c'est les États-Unis. Cette réinterprétation de la doctrine Monroe, c'est ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt. Lorsque Maduro a été capturé, le président Trump a dit bon, c'est un narcotrafiquant. Et ça, c'était vraiment important parce que ça renvoie justement au corollaire Roosevelt de la doctrine Monroe, de ce droit de police international. Mais Trump va encore plus loin. Dans ce document, publié par la Maison-Blanche quelques semaines avant la capture de Nicolás Maduro, l'administration américaine évoque l'application d'un corollaire Trump à la doctrine Monroe. Exit la doctrine Monroe, voici The Monroe Doctrine. Monroe pour Donald. Pour le dire tout net, il y a un impérialisme qui n'est pas voilé, il l'a dit. Ce qu'il voulait, c'est le pétrole. Cette transparence est un petit peu surprenante, parce que toutes les politiques antérieures, celle de Kennedy, celle de la guerre froide, se paraient toujours, disons, des oripeaux de la défense de la démocratie. Depuis la capture de Maduro, la présidence par intérim du Venezuela est assurée par Delcy Rodríguez, l'ancienne vice-présidente du pays. Aujourd'hui, elle milite pour le retour de l'ex-président. Que no hay forma ni manera que puedan doblegarnos ni que puedan subyugarnos a sus órdenes imperiales. Mais selon le journal Miami Herald, elle aurait participé à des négociations secrètes en octobre 2025 avec les États-Unis pour faciliter le départ de Nicolás Maduro et préparer un gouvernement de transition. De son côté, Nicolás Maduro devra répondre devant la justice américaine d'accusations de narcoterrorisme et de trafic de drogue. Il est notamment accusé par Trump d'être à la tête du cartel de Los Soles, alors même qu'il n'y a jamais eu de preuves. Pour autant, Maduro et son épouse Cilia Flores risquent la prison à vie. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'avenir politique du Venezuela. Mais si Maduro n'est plus au pouvoir, les personnes à la tête du pays, elles, sont toujours les mêmes. C'est pas en décapitant un État, évidemment, qu'on transforme un régime politique. On peut dire que la société civile a été quand même un petit peu écrasée. Et les gens, en fait, ils sont plutôt occupés à essayer de manger, de trouver à manger, de la vie quotidienne extrêmement difficile. Donc ces calculs semblent un petit peu vains.